bienvenue, merci de nous rejoindre pour l'émission Santé. On se met au bleu ce soir pour parler de prévention du diabète, cette maladie qui se propage à une vitesse inquiétante et qui touche plus de 460 millions de personnes dans le monde. Ce sont là les chiffres de 2019. Le phénomène est qualifié de véritable pandémie. L'OMS prévoit 622 millions de diabétiques d'ici 2040. En Algérie, le diabète touche à peu près 15% de la population et presque autant de personnes sont prédiabétiques. En gros, on incrimine l'environnement ainsi que le non-respect des recommandations en matière d'hygiène de vie. Dans cette émission, on tentera de comprendre qu'est-ce qu'un diabète, peut-on l'éviter, comment vivre avec et quels sont les traitements disponibles. Enfin, parvient-on aujourd'hui à éviter, voire à retarder les complications chez un diabétique? Voilà en gros la thématique qu'on vous propose ce soir. Et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir professeur Nadia Oumnia. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes spécialiste en médecine interne, chef de service à l'hôpital Zmerli. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Larbi Bouamran Abdelkader. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes interniste libéral, vous êtes également président d'honneur de l'association des médecins spécialistes de Ain Defla. Et puis j'ai également le grand plaisir de recevoir un habitué de l'émission, Dr Laifa Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diabétologue, endocrinologue, vous êtes également président de la SARM, la Société algérienne de la recherche médicale. Et enfin, j'ai le grand plaisir de recevoir Monsieur Hassan Menouar. Vous êtes président de l'association Al-Amen. Bonsoir. Bonsoir à tous. Association donc de consommateurs. Bienvenue à vous quatre pour parler de cette thématique très importante, de laquelle nous en parlons chaque année, mais cela apparaît comme insuffisant. Nous comptions en Algérie 8% de diabétiques en 2003, 10% en 2012, 14% en 2017, et ce sont les chiffres de l'enquête donc Stepwise. 5 millions d'Algériens sont diabétiques, sans parler des 30% qui l'ignorent. Il y a également presque autant de prédiabétiques qui sont les diabétiques donc de demain. Pourquoi les chiffres ne font qu'augmenter, professeur Oumnia? Merci de me poser cette question. C'est vrai que c'est alarmant. C'est alarmant parce qu'on s'aperçoit que le diabète augmente d'une façon exponentielle. C'est devenu une endémie mondiale. C'est ça. Une endémie mondiale. Et on verra que c'est surtout dans les pays à faible revenu. C'est ce qu'on remarquait donc, dans toutes les publications. Et chez nous, ça augmente d'une manière incroyable, d'une manière exponentielle. C'est dû non seulement à la mauvaise alimentation que l'on a actuellement, c'est dû aussi à l'obésité qui va en augmentant parallèlement au diabète. Oui. Et corrélé, absolument. Corrélé, oui. L'obésité augmente, le diabète augmente. Donc, c'est ce qui arrive. Donc, et aussi, peut-être... Il y a beaucoup de... Les jeunes aussi, il y a beaucoup d'obésité chez les jeunes. C'est ça. Et on s'aperçoit que le diabète de type 2, c'est vrai qu'il est un peu plus important maintenant. Il augmente aussi chez les sujets jeunes. Oui, absolument. Vous anticipez un peu sur ma prochaine question, justement, docteur Laifa. Je pense que vous avez fait plusieurs communications là-dessus. Justement, aujourd'hui, ce qui est effarant aussi, c'est que le diabète de type 2, qui était auparavant quand même, qui touchait les personnes d'un certain âge ou d'âge moyen, on va dire, touche aujourd'hui les plus jeunes. Oui, le diabète touche maintenant les enfants. Avant, on avait l'idée reçue globale et générale, c'est que le diabète de type 2 touche les personnes après 40 ans. Ce n'est plus le cas. Ces dernières années, elle est en train de reculer dans le sens des tranches. C'est-à-dire avant, quand on disait, si vous permettez juste une parenthèse, avant quand on parlait du diabète du sujet jeune ou de l'enfant, on parlait plus du diabète de type 1. C'était automatique. Parfaitement. Oui. Alors ce n'est plus le cas dans des pays comme aux États-Unis et même dans les pays du Moyen-Orient surtout. Le diabète type 2, pratiquement l'enjambe pas de diabète type 1. Et il évolue pratiquement presque de la même façon, avec des prévalences qui sont très proches. Ça, c'est la maladie, le style de vie, l'hygiène de vie, le mode de consommation qui touche pratiquement le monde entier. Une étude récente allemande dit qu'un enfant de 9 ans, et il a consommé ce que son grand-père aurait consommé pendant toute sa vie en quantité de sucre. Ce qui est énorme. Donc c'est déjà, ça fait froid au dos. Donc à 9 ans déjà, il a déjà consommé tout ce que son grand-père l'a consommé pendant toute sa vie. Et puis ça, ce n'est pas rien, c'est parce que
ce mode de consommation, surtout pour les enfants qui commencent avec un goûter qu'on le donne à un âge de plus en plus bas et puis pratiquement 100% sucré. Pendant toutes les années de scolarité, un enfant, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, quand on récompense un enfant parce qu'on lui donne quelque chose de sucré, quand on le sanctionne, c'est-à-dire on enlève le sucre, quand un enfant pleure, on le donne aussi du sucré. Vous voyez, le sucre l'accompagne pendant toute sa vie. Quand il arrive à un certain âge de l'adolescence, on ne peut pas lui dire, tiens, finalement, ce n'était pas la bonne hygiène de vie, il faut la changer maintenant. Oui, j'ai envie de vous poser une question, parce que quand même, quand on parle d'un diabète, c'est quand même, j'ai envie de dire, un ensemble de facteurs qui vont déclencher cette maladie. Mais à vous entendre parler, force est de croire quand même qu'on devient diabétique parce qu'on a consommé du sucre. On devient diabétique. Est-ce qu'on peut comprendre? Oui, bon, c'est très simple, c'est une bonne réflexion. En réalité, on devient parce que si on consomme beaucoup, ça veut dire qu'on va solliciter énormément le pancréas qui va fabriquer l'insuline. L'insuline, c'est l'unique hormone hypoglycémiante. Il n'y en a pas d'autre. Donc, si on va le solliciter tout le temps et de façon continue, bien sûr, comme tous les organes, un organe qui est trop sollicité va finir par se fatiguer, bien sûr, et tomber dans l'insuffisance. Donc, n'importe quel organe. Et cette insuffisance-là va se manifester. Est épuisée, tout simplement. Elle est épuisée. À ce moment-là, cette glycémie qui monte, qui est en permanence élevée, on sait très bien que le sucre est carrément toxique. Il y a une virulence terrible qui va toucher tous les organes, et surtout les organes cibles, les yeux, les reins, les vaisseaux. Et donc, ils sont agressés en permanence. Et là, sont les complications. Ce qui fait mal dans cette histoire, c'est une maladie, comme vous l'avez dit au départ, une maladie insidieuse, silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Donc, et c'est pour ça qu'elle rassure, entre guillemets, certaines personnes. Quand ils voient, il est diabétique, mais il ne souffre de rien, il n'a pas mal aux reins, il croit que les reins sont sauvés. C'est quoi le risque? Qu'est-ce qu'on craint finalement quand on dit qu'aujourd'hui, ce sont les plus jeunes qui sont touchés par le diabète de type 2? C'est quoi le risque? Le risque, le diabète type 2, quand elle touche les jeunes, elle est beaucoup plus grave. Et parce que ça, ce sont des études récentes, l'étude de Today, qui est connue, donc qui a suivi 700 enfants et adolescents atteints de diabète type 2. Généralement, son diagnostic, c'est un diagnostic d'exclusion, parce qu'il faut d'abord éliminer un diabète type 1 par les tests d'immunité, éliminer les diabètes monogéniques, comme les diabètes maudits. Maudit, c'est M-O-D-Y-K, pas maudit. Et donc, ce sont des anomalies qui peuvent survenir chez les jeunes en particulier. Donc, c'est un diagnostic d'exclusion. Donc, c'est une glycémie élevée de façon anormale et qui ne présente pas de symptômes particuliers. Et à ce moment-là, les enfants vont avoir des organes qui sont déjà touchés à un âge très jeune, mais on n'apporte pas parce qu'ils n'arrivent pas à des chiffres très élevés comme diabète type 1. Le diabète type 1, quand il est là, c'est dans un mois, vous avez le syndrome cardinal, vous avez tout de suite l'amaigrissement, vous avez carrément peut-être le cétose et les sauver dans de l'insuline. Le diabète type 2, c'est plus dangereux. Ce n'est pas une maladie qu'on traite avec les comprimés. Absolument. Alors, le constat est alarmant, clairement. Les chiffres sont en augmentation. Les chiffres sont en augmentation. Ça touche les plus en plus jeunes. Et aujourd'hui, il y a un autre problème aussi, c'est qu'on n'arrive pas à prévenir les complications. Aujourd'hui, on parle à peu près de 15% de nos diabétiques qui sont amputés, alors que j'ai un chiffre aussi qui est intéressant. Alors, on parle de 28% des dépenses de la CNAS qui sont allouées au diabète. C'est quelque chose comme 54 milliards de dinars, ce qui n'est pas rien. Qu'est-ce qui ne va pas, finalement, quand on a autant d'argent qui est dépensé pour une maladie comme le diabète et qu'on n'arrive finalement même pas à faire de la prévention secondaire? Nos malades arrivent avec des complications et arrivent jusqu'à l'amputation. Parce que, tout simplement, le fait que ce diabète-là est dû à un chamboulement du mode de vie de l'être humain, pas seulement dans notre pays. Par contre, là, si nos chiffres nous dépassent, c'est-à-dire que les chiffres qui sont annoncés ont dépassé ce qui était prévisible, c'est parce que, je pense, à mon avis, la prise en charge n'est pas au niveau du problème. C'est à peu près la philosophie de toute maladie chronique. C'est-à-dire qu'on va vers la prise en charge des complications et on oublie qu'il faut d'abord, ça revient beaucoup moins cher, de s'occuper de prévenir ces complications.
Donc la prise en charge de cette maladie n'est pas au niveau qu'il faut, à tous les niveaux, parce que ce n'est pas uniquement voir la thérapie, c'est-à-dire que ça dépasse le personnel de santé, Oui. la prise en charge du Absolument. diabète. C'est l'industrie, c'est l'éducation, c'est l'enseignement, c'est le sport. Donc c'est le mode C'est de l'accès vie. au traitement aussi. Bon, l'accès au traitement, Quand on parle de prévention secondaire, hein, parce que là on parle quand même d'amputation ou de complications, c'est-à-dire de prévention secondaire. Aujourd'hui, par exemple, on va en parler tout à l'heure, mais aujourd'hui il y a des traitements, par exemple, qui préviennent ces complications, mais que tout le monde n'en a pas accès. oui, d'accord, mais c'est pas la priorité. Franchement, là, on peut se tromper de sujet quand on insiste sur traiter les complications. Ça revient très cher. Oui. Pour un pays comme le nôtre, on ne pourra pas faire face aux dépenses si on pense uniquement complications. Par contre, on peut aisément éviter un nombre important de complications en insistant sur la prévention. Et la prévention, c'est L'éducation le mode de vie. thérapeutique, L'hygiène de vie. C'est le mode de l'éducation vie. du Oui, patient. l'éducation, c'est pas seulement au niveau de l'individu, bien sûr, mais également au niveau de la société, au niveau de la conception des villes, de la conception des quartiers. Je pense que vous tendez un peu la perche, hein, à Monsieur Menouar, justement. Je pense qu'au sein de votre association, vous avez eu l'occasion de faire plusieurs enquêtes justement sur l'alimentation. Hein, vous parlez d'une manière plus générale peut-être et plus globale. Sur l'alimentation particulièrement, qu'est-ce qui ne va pas finalement chez l'Algérien? Ben, malheureusement, on mange mal, on mange très déséquilibré, on mange trop sucré et on fait pas du tout, presque pas du tout d'exercice ou de sport. Oui. Donc, juste pour rejoindre docteur, pour dire que c'est vrai que même dans l'aménagement urbain, on ne prévoit pas beaucoup de parcours pour les sports, sport pour tous, afin justement de consommer peut-être ces mauvais sucres. Mais écoutez, en 2018 déjà, dès qu'on a eu l'agrément en tant qu'association nationale, le premier exercice qu'on avait abordé, c'était la diminution du sucre, que ce soit en consommation ou bien en utilisation dans l'industrie agroalimentaire. Et depuis le temps, on ne fait que ça. On est en train d'interpeller et les pouvoirs publics d'un côté et de mener des campagnes de sensibilisation envers les jeunes surtout. Alors, Il y a eu un arrêté ministériel qui a été adopté en 2022, absolument. novembre 2022, et on avait donné une année de délai pour les opérateurs Exactement. afin qu'ils commencent à réduire. L'année, elle s'est écoulée le 13 novembre. Donc voilà, donc la semaine passée. Mais rien n'a été fait depuis. Rien n'a été fait malheureusement. C'est pour ça que nous, on est un peu alarmés. D'abord, on avait protesté le fait que on avait réduit de 150, 140 grammes jusqu'à 105 grammes. 105 grammes, absolument. Seulement, alors que nous, nous avions réclamé depuis 2018 à descendre moins de 100 grammes. On avait fait des propositions, donc c'est peut-être l'occasion Peut-être d'en que l'idée parler était de encore. descendre justement graduellement. Graduellement, voilà. On avait proposé de prendre 5 années et d'utiliser à chaque début de Ramadan, donc pour diminuer 10 grammes par an. Depuis 2018, 5 ans, on est en 2023. Si on aurait fait, maintenant, on aurait été justement, on serait aligné aux recommandations de l'OMS. Pourquoi? Parce que déjà, en 2018, on avait dans les statistiques à peu près 30 à 35 kg de consommation de sucre par individu par an. Cette année, apparemment, d'après certains chiffres, on a atteint les 40 kg de sucre par individu par an. Alors que l'OMS ne recommande pas plus de 10 kg. C'est 25 grammes par jour, donc c'est 10 kg par personne par an. Donc si on est déjà 4 fois en consommation de sucre, seulement le sucre, sans parler du sel, parce que dans notre campagne, il y avait le sucre, le sel et les matières grasses. Donc rien que le sucre, on est déjà à ce taux. Le sel aussi, on est à peu près à 2 fois la moyenne prescrite. Donc de 5 grammes, on est à 10 grammes maintenant. Donc voilà, c'est la consommation qui est déséquilibrée. Donc c'est peut-être la mondialisation, c'est peut-être le fait qu'on ait perdu même dans notre identité, nos plats ou les plats ancestraux, le bon manger qu'on avait de chez nous, dans nos montagnes, dans nos Sahara, dans nos plaines, dans nos côtes. Maintenant, on mange tous la même chose. Moi, je fais beaucoup la route quand je La junk food.
Oui, quand je vois Voilà, même absolument. des gens Oui, une menace street à C'est ça. Élysée, à Tamarasset, manger les shawarma, manger les mêmes sandwichs qu'on mange à Alger. Donc là, Il faut se vrai. poser la question justement. Poser la Je question. vais vous inviter à regarder un reportage, messieurs, dames. On va parler d'obésité dans ce reportage, un des premiers facteurs de risque de cette maladie. L'obésité qui est un problème de santé publique à part entière et contre lequel justement il faudra lutter. Regardez, c'est un reportage signé Anis Ait Belkacem. La surconsommation de sucre en Algérie est devenue une préoccupation majeure, entraînant des conséquences graves sur la santé. Selon la dernière enquête nationale sur l'obésité menée en 2017, l'obésité touche 30% de femmes et 14% d'hommes. On assiste à une augmentation pratiquement annuelle de l'obésité en Algérie. On est passé d'un chiffre qui était de 16% à 22% et aujourd'hui, d'après la dernière étude, on est à 35%. L'augmentation de la prévalence de l'obésité est étroitement liée à de mauvaises habitudes alimentaires. Ces dernières années, les Algériens sont de plus en plus exposés à des produits riches en sucre ajouté, contribuant à des problèmes de santé tels que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et d'autres complications liées à l'obésité. Et également facteur de risque d'insuffisance rénale chronique terminale. Ça a été démontré par de nombreuses études. À côté de ce facteur de risque, il y a un autre facteur de risque qu'il faut en parler et qui est alarmant aussi, c'est le risque oncogène. L'obésité expose les gens à un risque de cancer du rein et ça a été décrit par de nombreuses études. Le mode de vie moderne caractérisé par la sédentarité et disponibilité de produits industriels transformés et de boissons sucrées a conduit à une augmentation alarmante des taux d'obésité, en particulier chez les jeunes. L'obésité, elle touche toutes les tranches d'âge, y compris l'enfant. Donc elle est en progression importante et elle n'épargne personne. D'où l'intérêt de faire une action ciblée et radicale pour essayer de régler ce fléau mondial. Si des mesures urgentes ne sont pas prises, le phénomène touchera 46% de femmes et 14% à 30% d'hommes d'ici 2030. C'est pourquoi les autorités de santé publique en Algérie font face au défi de sensibiliser la population au danger de la surconsommation de sucre et de promouvoir des choix alimentaires plus sains pour lutter contre l'obésité. Alors, on a vu en gros dans le reportage que l'obésité aussi, et la courbe de l'obésité est également exponentielle malheureusement. Le surpoids touche une personne sur deux en Algérie, Monsieur Menouar. Est-ce que les Algériens sont conscients de ce drame? Une personne sur deux, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Le risque, c'est que ça va continuer. Parce que d'après certains chiffres qu'on avait fait analyser avec des experts, si on continue comme ça, en 2035, il y aura pratiquement la moitié des Algériens qui seraient malades et l'autre moitié va travailler sur les malades. Et là, comment va-t-on parler de sécurité alimentaire, de sécurité du pays, comment on va parler d'économie si on est autant malade? Donc, en tant qu'association, on n'arrête pas d'en parler et ça, c'est une priorité chez nous, donc on ne parle que de ça. C'est pour ça que on n'arrête pas d'interpeller les pouvoirs publics, d'ailleurs pour cette histoire de sucre, parce que si on consomme beaucoup de boissons colorées, boissons industrielles, ça c'est une part de la culture des consommateurs, donc qui est mauvaise. Mais en contrepartie, on aurait pu faire des efforts dans la réglementation pour réduire justement les sucres dans l'industrie agroalimentaire. Je parle plus de l'implication en fait de l'individu, du tout un chacun, parce que ça aussi c'est important. Est-ce que l'Algérien est conscient aujourd'hui de ce danger? Vous savez, quand on mène nos campagnes, même avec des étudiants dans les universités, tout le monde est conscient, mais pratiquement tout le monde dit que voilà, on s'est habitué, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment arrêter. Donc moi je dirais c'est de la dépendance au sucre. Je crois que les lobbies ou les grands opérateurs internationaux ont quand même réussi à rendre les populations des pays comme nous très dépendants du sucre. Oui. Entre-temps, alors l'obésité concerne 30% des femmes, 14% des hommes. Et si des mesures justement ne sont pas prises, on risque de se retrouver avec 46% des femmes et jusqu'à 30% des hommes d'ici l'horizon 2030. Quelles sont les mesures urgentes qu'on devrait prendre? Comme vous l'avez dit, monsieur, c'est surtout c'est l'alimentation. Oui. Parce que, je veux dire, les jeunes, c'est vrai, les étudiants, c'est vrai, ils sont conscients. Mais moi, je discute avec eux, ils me disent, bon, moi, je suis jeune, donc je profite de ma vie. Après, quand je serai plus âgé, je ferai un régime. Mais moi, je leur explique que le régime, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc,
c'est la sédentarité aussi. Tout le monde a une voiture, personne ne marche à pied, c'est vrai, pas beaucoup du moins. Donc les mesures, l'hygiène de vie, je pense que c'est pour la prévention, l'hygiène de vie, c'est primordial. L'hygiène de vie, manger, bouger, comme on dit ailleurs. Donc manger, bouger, c'est obligatoire. Donc l'hygiène de vie, l'alimentation. C'est vrai qu'avant, on disait, notre régime, c'était un régime méditerranéen. C'était bien parce que c'était un régime, on mangeait beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, pas beaucoup de viande, etc. Mais maintenant, on n'est plus dans le régime méditerranéen. On est dans la surconsommation de ce qui la est culture de du fast-food, surtout. Voilà, absolument. fast-food, street food, tout ça, c'est effarant. C'est effarant. Donc, tout le monde, y compris la dame qui est à la maison, qui cuisinait avant. Et ben même actuellement, les gens se font livrer. Ce genre d'alimentation. Donc, je pense que l'obésité passe par la prévention. L'hygiène de vie, c'est important. Et le sport, le sport. C'est vrai qu'on n'a pas où faire le sport. Moi, je ne peux pas aller courir dans la rue comme ça. Et les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter un vélo d'appartement, ça coûte trop cher. On peut bouger quand même, professeur Omnia, au lieu de prendre sa voiture pour acheter un pain, quand même, on peut bouger un peu. Ce que vous disiez tout à l'heure, justement, que tout le monde prend sa voiture pour acheter une babiole. Alors, justement, est-ce qu'on devrait faire aussi dans l'alarmisme, docteur? Est-ce qu'on devrait dire aujourd'hui que l'obésité ou le diabète est une maladie grave? Est-ce qu'on ne le dit pas? Est-ce que les gens ne sont pas conscients quand même qu'il s'agit d'une maladie qui peut leur coûter la vie? Si, ça c'est un peu une contradiction dans l'esprit de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'ils sont conscients, la majorité est consciente. Ou on est dans le déni peut-être aussi. Oui, très certainement dans beaucoup. Ils sont conscients des complications. Effectivement, on peut dire que le diabète, par exemple, ou l'obésité peuvent être des maladies graves. C'est ça. Mais d'un autre côté, c'est des maladies qu'on pourrait éventuellement dominer. Ce n'est pas comme d'autres maladies où la médecine n'est pas encore arrivée. Non, on connaît la méthode. Mais est-ce qu'on peut être alarmiste ou pas? Est-ce qu'on devrait l'être ou pas? L'alarmisme, ça ne paye pas. Mais il faut éduquer, il faut attirer l'attention. Mais parfois, c'est vrai, pour certaines catégories, c'est dans la psychologie des malades. Dans certaines catégories, oui, parfois, il y a des malades qui ne répondent que quand ils ont vraiment peur. Parfois, il y a certains... On a l'impression quand même que les gens ne comprennent pas qu'il s'agit de la réduction carrément de l'espérance de vie, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai. En un laps de temps, comme disait tout à l'heure docteur Laifa, les complications vont être là, et voilà... Ils comprennent, il y a des malades qui ont des exemples dans leur famille, dont le père a été amputé, dont la mère a été en hémodialyse. Là, ils le savent. Et c'est un peu de la nonchalance, un peu, je dirais, générale, c'est-à-dire dans la société. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas seulement individuel. Il faudrait que... Il y ait une politique, une politique de prévention. Ça devrait aussi marcher, surtout avec les parents. Parce que c'est les parents qui sont en train actuellement d'éduquer leurs enfants au sucre. Oui. Donc, on va plus dans la facilité aussi, comme disait le docteur Mia, on se fait livrer, et on fait plaisir aux enfants alors que ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire, justement. Mais on sensibilise beaucoup mieux les parents à travers leurs enfants, à travers la santé de leurs enfants, et c'est là où ça pourrait marcher. Donc pour nous, il vaut mieux maintenant commencer par les parents et peut-être faire élever une génération avec moins de sucre. Parce que maintenant, éviter les goûters sucrés justement qu'on donne dès la petite enfance. C'est vrai. On peut parler du sport scolaire parce que beaucoup de parents font des certificats médicaux. Moi, je sais ce que c'est parce qu'on me demande des dispenses, absolument. Des dispenses. Alors que pour nous, en tant qu'association, on avait proposé à ceux qui dans le sport et un coefficient de 3. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit obligatoire, il faut que ce soit très important. Si aux États-Unis, aujourd'hui, les chiffres du diabète ont baissé, justement, en grande partie, c'est grâce à l'activité physique. De sport, docteur Laifa, justement, on arrive à une question pédagogique, peut-être, pour les gens qui nous regardent. C'est quoi la différence entre un diabète de type 1 et un diabète de type 2? Parce que souvent, les notions sont un peu floues entre les deux. Bon, le diabète de type 1, c'est un diabète qui est un problème d'auto-immunité. Donc c'est le système immunitaire, si on va dire globalement comme ça pour que les gens comprennent, c'est que le système immunitaire ne reconnaît plus le pancréas, il va l'attaquer, il va le considérer comme un corps étranger, donc il va l'empêcher de travailler tout simplement. Et puisque le pancréas fabrique de l'insuline, donc il va avoir cette insuline, cette fabrication et cette production baisser. Et puisque l'insuline c'est la seule hormone qui fait baisser la glycémie, donc la glycémie va monter. En général, la glycémie quand on mange,
le sucre est absorbé de l'intestin vers le sang. Et une fois qu'il tourne dans le sang, c'est un carburant important, très très important, le sucre. Donc l'insuline, elle va ouvrir les cellules pour faire entrer le glucose, le carburant à chaque cellule. Donc quand la glycémie monte alors que l'insuline n'est pas là, donc la glycémie, ce sucre qui tombe plus, il va être toxique, il va toucher les petits vaisseaux, il va toucher les organes avec le temps, et c'est ce qui va être le lit de toutes les complications qui vont venir, parce que vous savez, on commence par un diabète, mais on finit pas par un diabète, on finit par plusieurs maladies métaboliques associées. Ça, c'est quel que soit le type de diabète. Le diabète type 2, c'est autre chose, c'est la pure, plus ou moins responsabilité de l'individu lui-même, malgré que la composante génétique, la prédisposition, elle est pesante. Il y a quand même une aussi, vulnérabilité aussi. Mais énormément, on a vu aussi d'autres personnes qui ont fait un parcours extraordinaire en matière d'hygiène de vie correcte et qui ont pu échapper à cette fatalité, disons, génétique. Donc ce n'est pas une règle, ce n'est pas parce que papa a eu le diabète, je vais avoir le diabète et mon fils va avoir le diabète. Ce n'est pas aussi simpliste que ça. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler aussi les valeurs pour que les gens sachent à quel moment on est diabétique ? Alors, les valeurs sont les mêmes depuis 2006, sauf qu'il y a l'introduction de l'hémoglobine glyquée qui est le sucre, le taux plus ou moins, une moyenne de sucre sur les 3 derniers mois, qui ne doit en aucun cas dépasser 6,5, sinon elle est considérée comme diabétique aussi, même si les glycémies ne sont pas élevées. Parfois, les glycémies, s'ils dépassent 1,26 g ça peut, pour la glycémie capillaire. Voilà, exactement. Là, c'est veineuse plutôt. Pour le diagnostic, c'est veineuse. Pour le suivi, c'est capillaire. D'accord. Donc, pour identifier un diabétique, il faut que ce soit une glycémie supérieure à 1,26 g. Certaines personnes, et c'est ça le problème, qui sont dans le prédiabète par rapport à leurs chiffres, ils sont 1 g, 20, 1 g 18. Ils voient qu'il est loin. En réalité, ce sont des personnes qui faut leur faire... C'est à partir d'un gramme 10, c'est ça, le prédiabète 1 g 10 jusqu'à 1 g 25 pour le prédiabète. Le prédiabète, et on doit faire une HGPO, parce qu'il peut être un prédiabète, il peut être un diabétique authentique qui se cache. La GPO, c'est l'hyperglycémie provoquée par voie orale. On va lui donner 75 grammes de sucre et on va vérifier la glycémie 2 heures après. Si la glycémie 2 heures après dépasse les 2 grammes, il est aussi considéré comme diabétique et un traitement va être mis en route, quelle que soit la glycémie en genre, même s'il est inférieur à 1,26. Ça, c'est par rapport au diagnostic. Je voulais juste rester m'attarder un peu sur le prédiabète, justement, parce que c'est une phase quand même assez critique dans le diabète. Aujourd'hui, en Algérie, comment on suit nos prédiabétiques? Est-ce qu'on les traite? Alors, donc, d'abord, la glycémie puisque chez le diabétique avéré, c'est 2 fois 1,26, ou bien, comme l'a dit M. Laifa, hyperglycémie provoquée par voie orale 2 grammes, ou bien glycémie à 2 grammes n'importe quel moment de la journée. D'accord, hyperglycémie. Chez le prédiabétique, c'est la glycémie entre 1,1 et 1,25, où l'hyperglycémie par voie orale, elle est entre 1,40 et 1,99. D'accord. Mais on a aussi, comme il l'a dit, l'hémoglobine glyquée entre 5,4 et 6,5. D'accord. 5,7 et 6,4. D'accord. Donc, mais le prédiabète, on le suit d'abord comme le diabète, parce qu'on le suit sur les glycémies, c'est sur l'hémoglobine glyquée, et en général, les prédiabétiques, beaucoup de prédiabétiques sont obèses, et sur la perte de poids. Si on arrive à lui faire perdre du poids pendant un temps donné, en général, on peut ramener sa glycémie parfois à la normalité. D'accord. Mais sinon, si la glycémie reste pendant longtemps à ce stade, si le malade ne fait pas de règles, on ne fait pas de règles hygiéno-diététiques, il ne suit pas ces règles hygiéno-diététiques, il peut devenir diabétique, évidemment. Mais on le suit sur les glycémies et sur l'hémoglobine glyquée. Donc. Je vous pose cette question parce que quand même, il faut dire aux gens qui nous regardent que quand même la phase du prédiabète est une phase réversible. C'est-à-dire c'est une phase où on peut décider de son diabète, justement. C'est-à-dire il faut faire des efforts et au mieux peut-être avoir un traitement également. Alors, un traitement, oui, dans les recommandations, par exemple, de l'ADA, oui, ils disent qu'on peut donner un traitement chez un prédiabétique qui est en obésité, d'accord. Chez un jeune qui est en obésité supérieure à 35 d'IMC, d'accord. On peut peut-être donner un peu de metformine. Mais ici, nous, on ne le fait pas systématiquement. C'est ça, voilà. Parce que dans d'autres pays, ça se fait. Oui, on peut donner un peu de metformine, absolument. Mais je pense que ça commence par les règles hygiéno-diététiques. Je crois que ce qui est primordial, c'est ça. C'est l'activité physique et c'est l'alimentation.
avant de mettre un peu de la metformine. Je pense que vous voulez réagir. Oui, c'est oui. toujours ça. Oui. Bon, c'est vrai que les médicaments, ça joue un rôle. On a l'impression quand même qu'on n'y arrive pas. C'est pour ça que j'insiste sur cette question. Mais je vous assure. Souvent, nos malades sont livrés à eux-mêmes et souvent, ils sont dans le déni. Vous le disiez vous-même tout à l'heure, docteur. Oui, c'est pour ça qu'il faut absolument intervenir sur l'individu, centrer la décision sur le malade. Et chaque malade est un cas. Donc il faut voir son environnement d'abord, raisonner par rapport à ce qu'il pense. Donc l'aspect psychologique est très important. Et insister. On peut avoir des miracles. Vous parlez de réversibilité du prédiabète. Moi, je dirais même on peut être réversible à tout moment parce que le diabète... C'est-à-dire même quand le diabète est avéré. Même quand il est installé, ce n'est pas le diabète qui pose problème, c'est les complications. Donc on peut vivre avec un diabète et notre but, c'est tout faire pour éviter les complications. Et les complications, on peut les éviter. Mais à condition qu'il y ait ce fameux changement. Oui, mais quand on a un diabète, on a un traitement aussi. Absolument, donc, bien sûr. C'est pour ça que je pose la question, parce que souvent nos malades ne sont pas, peut-être, je ne parle pas de tout le monde, mais je parle de la grande majorité, nos malades ou nos prédiabétiques sont souvent pas très disciplinés. C'est-à-dire quand on les lâche dans la nature, ils reviennent dans quelques années avec un diabète et avec des complications. D'accord, mais il faut se poser la question, pourquoi la personne est indisciplinée ? Il ne faudrait pas généraliser cet environnement. Je pense que c'est un constat que font la plupart des spécialistes. Docteur Oumia peut en attester. Nos malades n'arrivent pas aujourd'hui à un stade précoce. D'abord, je vais vous poser d'ailleurs la question sur le dépistage. Déjà, on ne dépiste pas nos malades et ils arrivent très souvent à un stade tardif. Donc, quand on a la chance peut-être d'avoir un prédiabétique, il ne faudrait pas justement le lâcher dans la nature. Il faudrait peut-être le suivre. Peut-être, obligatoirement. Voilà. Mais bon, moi, je suis la profane, je pose la question. D'accord, mais dans la mentalité de nos concitoyens, il y a un peu de fatalisme. Il faudrait être systématique d'abord. Quand on reçoit un diabétique, il faut réfléchir à dépister au moins la famille. Ensuite, toutes les situations qui peuvent être en stade de prédiabète, c'est-à-dire la femme qui fait un diabète pendant la grossesse, donc ce qu'on appelle le diabète gestationnel, les femmes qui font... vous parlez des personnes qui doivent se faire dépister, c'est ça ? Qui doivent se faire dépister, les personnes obèses, les personnes hypertendues, parce que là, ce n'est pas seulement la glycémie. Quand on parle de diabète, c'est l'atteinte du vaisseau. Les complications, c'est le vaisseau. Et le vaisseau, ce n'est pas seulement la glycémie, c'est un terrain. Donc il y a des maladies qui pratiquement sont... de la même famille du diabète, sont souvent associés, c'est l'hypertension artérielle et tout ce qui est en rapport avec les graisses, et 2 types ou 3 types de graisses, les triglycérides, le cholestérol. Tout ça, c'est un terrain, ce qu'on appelle un terrain. C'est les facteurs. Donc, si on s'intéresse au diabète... C'est quoi, brièvement, c'est quoi le dépistage du diabète? Ça consiste en quoi? On parle du dépistage, mais on n'a pas dit ce que c'est. Le dépistage, c'est... Du prédiabète ou du diabète? C'est pas le même? Je pensais qu'on... Oui. On peut... Je pensais qu'on pouvait se dépister soi-même. Bien sûr, on peut trouver un prédiabète ou un diabète. Oui. Mais il y a des... Le dépistage officiel, c'est de faire des glycémies au doigt. C'est ça. Éventuellement, sinon dans d'autres situations veineuses, quand il s'agit de certaines situations, médecine du travail. Mais les dépistages généralement qu'organisent par exemple des associations, on fait... Mais ce n'est pas suffisant. Oui, mais après quand on trouve des valeurs ou des anomalies... Mais c'est bien, permettez, je peux rebondir parce que j'ai fait un dépistage il y a quelques années dans 2-3 villes de l'intérieur du pays et on a eu quand même des chiffres alarmants. On prenait comme ça au hasard des gens et on avait des glycémies qui sont très élevées, ils vivent et chacun est là sa petite explication. Il me dit non, mais moi quand je m'énerve, la glycémie, maintenant c'est juste le poids, maintenant non, j'ai mangé la veille ceci et cela. Il a toujours des petits raccourcis, des explications. On a du mal à accepter la maladie finalement. Oui, mais vous êtes très optimiste dans le sens où vous cherchez à régler le problème des prédiabétiques. Alors nous, on a un problème avec les diabétiques déjà. Vous savez, c'est très important ce que vous dites. Je me dis faut-il éviter la maladie? C'est ça, non, absolument. Parce que si on a gagné le pari de la prévention, on a gagné le pari c'est-à-dire on aura déjà moins de diabétiques et on pourra s'occuper de ceux qui sont déjà diabétiques. C'est-à-dire tarir à la source. Non. Les diabétiques, chez nous, le problème des diabétiques, elle a été soulignée par professeur Oumia, c'est que on a un problème d'observance d'abord. C'est-à-dire que le patient, on n'est pas sûr que le patient se soigne correctement. C'est-à-dire, et c'est là le lit des complications. C'est ça. C'est-à-dire déjà, si on demande à un prédiabétique d'être observant par rapport à une hygiène de vie correcte qu'on va lui dessiner, alors que le diabétique lui-même, une fois diabétique, parce qu'il y a 2 volets pour prendre le diabète.
on fait le maximum pour ne pas avoir cette maladie. Une fois on a la maladie, on doit faire le maximum pour la Pour soigner ne pas avoir correctement. les complications. Et si on a une complication, on doit faire le maximum pour que cette complication n'évolue pas. C'est ça. Et pour ne pas avoir d'autres complications. Malheureusement, les diabétiques, quand on a une complication, généralement la deuxième et la troisième complication ne sont pas loin. Parce que le processus physiopathologique, il est pratiquement le même. Quand les yeux sont touchés, probablement le rein aussi. Et vous avez... C'est un effet domino, en Donc, quelque sorte. voilà. Oui, c'est vrai. Moi, par exemple, chaque année, j'organise deux fois par an des dépistages à l'hôpital Zmir. Des dépistages tout venant, malades, les gens qui rentrent. On trouve, comme il a dit, on trouve des malades diabétiques avec 3 grammes, 4 grammes, méconnus. Franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Absolument. C'est vrai. Alors si on doit revenir peut-être aux facteurs de risque ou pour les personnes qu'on doit dépister, peut-être pour les gens qui nous regardent, pour qu'ils se reconnaissent. Alors on avait parlé déjà du facteur génétique, rappelons-le. Facteur familial, par exemple, parce que le diabète de type 2, on a déjà un parent. Le diabète de type 2, c'est un diabète familial, d'accord ? C'est un diabète familial, donc quand on a un parent qui est le père, enfin ascendant direct ou non, qui a un diabète, il faut malheureusement, c'est un facteur de risque. On risque de faire, on est exposé, on peut faire un diabète. Chez les sujets, donc si on doit dépister, chez les sujets obèses par exemple, l'obésité, bien sûr, chez tout obèse, il faut dépister le diabète. Comme la femme aussi, comme l'a dit la femme, parce qu'on peut avoir des diabètes gestationnels par exemple. Ok. Et puis la sédentarité, les gens sédentaires, il faut qu'on dépiste le diabète chez eux parce que la sédentarité est un facteur de risque de diabète. D'accord. Donc, il y a les femmes qui ont des ovaires polykystiques, etc., dans le prédiabète, mais c'est surtout l'obésité et donc la sédentarité qui sont 2 gros facteurs de risque. Absolument. Alors, pour le stress, c'est un facteur de risque ou un facteur déclenchant ? Parce que souvent, on dit, beaucoup de gens, comme disait tout à l'heure, non, moi, quand je m'énerve, j'ai ça. Alors, beaucoup de gens vous disent que moi, mon diabète s'est déclaré après le décès de ma mère ou le décès de mon père, par exemple. C'est quoi le rapport ? Les chocs émotionnels, comme il a dit, ça peut. Le diabète qui est latent, parce que il se déclenche, il est latent. Les gens ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Donc pendant plusieurs mois, voire des années, c'est des diabètes latents. Ils se déclarent au cours d'une infection, par exemple, ou bien un choc émotionnel. Oui, ça arrive. Bien sûr que ça arrive. C'est ce qu'on voit tous les jours, en tous les cas. L'état pathologique, c'est quoi le stress ? Parce que c'est un mot qu'on donne à des situations parfois qui ne sont pas toujours les mêmes. L'état de stress, c'est un état positif, c'est quelque chose de bien. C'est une mise en garde de tous les moyens de défense de l'être humain pendant une situation critique quelconque. Le problème, quand le stress dure, le stress pousse à faire sécréter des hormones hyperglycémiantes. L'adrénaline, le cortisol et tout. Et là, il y a une hyperglycémie. C'est un terrain. Donc là aussi, le pancréas qui fabrique l'insuline est sollicité de façon permanente parce qu'on a un stress permanent. En luttant contre le stress, on va inverser un petit peu le processus pour qu'il n'y ait pas ces hormones hyperglycémiantes, pour qu'il n'y ait pas cette glycémie élevée et pour que le pancréas ne sera pas sollicité. Oui. Alors, pour parler tout à l'heure, on a parlé un peu de prédiabète, on a parlé également de diabète. Pour arriver, on a parlé globalement justement de l'hygiène de vie, de la sensibilisation du patient ou de la personne qui est prédiabétique. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Alors aujourd'hui, si on me dit que je suis prédiabétique, qu'est-ce qui doit changer dans ma vie ? Ça ne doit pas être perçu comme ça, franchement, parce que le malade... S'il faudrait par exemple traquer tout ce qui est sucre. Oui, d'accord, mais le malade ne doit pas percevoir la chose comme étant un changement dans sa vie. C'est un diagnostic, c'est une maladie connue. Si on avait une hygiène de vie quand même un peu... Mais faudrait la changer quand même, non ? Il y a ce facteur, disons, optimiste. Et l'optimisme, c'est cette réversibilité des choses et cette prévention. On peut vivre avec le diabète pendant longtemps et on peut vivre sans avoir de complications. C'est possible, mais à condition, premièrement, là, il ne faudrait pas également tomber sur le malade et sur uniquement la faute du malade et des patients en général. C'est d'abord l'ignorance, elle est importante. C'est-à-dire que les gens, souvent, ignorent certaines choses. Donc, c'est de notre ressort de faire cette éducation qu'on appelle maintenant thérapeutique, mais en fait c'est de l'éducation tout simplement sanitaire, donner certains, donc informer, former, et après ça je vous assure,
Moi, depuis une vingtaine d'années, je fais de la formation continue. Absolument. Et de l'éducation thérapeutique aussi. Et les journées de sensibilisation de patients, je vous assure que les questions pleuvent. Les gens sont intéressés et ils demandent à apprendre. C'est vrai qu'il y a certains n'appliquent pas, ils le savent, etc. Mais beaucoup ont envie d'apprendre. Et donc, ce n'est pas seulement la responsabilité individuelle. Moi, je dirais que c'est une... C'est très important aujourd'hui. Du prédiabète, pardon. Quand on parle du prédiabète, ça concerne la société, ça concerne les pouvoirs publics. Je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui quand même, dans la médecine nouvelle, on parle aujourd'hui du patient comme un point pivot dans toutes les maladies pratiquement. Quand c'est une maladie chronique, le patient doit être un patient expert. Il doit connaître sa maladie et il doit être mieux informé peut-être que son médecin. Il doit participer à son traitement. Absolument. Avec donc le médecin. c'est pour ça que j'insiste sur cette notion. À chaque fois, je reviens au patient. Parce qu'aujourd'hui, vous me dites, il ne faut pas que ce soit perçu comme un changement. Eh bien si j'ai une hygiène de vie lamentable, il faudrait absolument que je change cette hygiène de vie. Sinon, rien ne changera et les complications vont tôt ou tard arriver. Oui, bon, on dit que 80% des complications, des maladies sont dues à la personne. Donc, on est responsable. C'est ça, voilà. Oui, on est responsable de notre comportement. Il est important. C'est pour ça que maintenant, la consultation médicale, elle a dû changer. Maintenant, ce n'est plus le médecin qui sait tout et le malade ne sait rien. Absolument. Maintenant, c'est une discussion. Notre rôle, c'est d'informer et de discuter. Non, surtout quand c'est des maladies comme ça, chroniques, où l'hygiène de vie joue un rôle très important. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une maladie infectieuse. C'est une maladie où mon alimentation, ou le fait d'être sédentaire ou pas, voilà, tout ça va faire que cette maladie soit se résorbe ou soit réversible, ou à l'inverse, elle va me tuer tout simplement. Oui, il faut qu'ils prennent conscience quand même. C'est ça. Le malade, bien sûr, c'est un Je veux bien de votre optimisme, mais moi je pense en tout cas, peut-être que j'ai tort, mais moi je pense qu'aujourd'hui, il faut secouer les personnes prédiabétiques ou diabétiques. Aussi, hein. Le traitement, il est familial aussi. Oui, bien La sûr. conscience, il faut la partager dans la famille. Parce que c'est vrai que... Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Manuel ? Qu'est-ce que j'en pense ? Moi, je pense que d'abord, il faudrait... On parlait de dépistage. Oui. Donc, pourquoi on ne dépiste pas beaucoup en Algérie pour le diabète ? Parce qu'on en voit très rarement. On essaye de le parle faire, beaucoup. on essaye. Non, mais pas chez vous, Oui. donc, mais partout, dans les écoles. C'est-à-dire, et pas dans les forcément lycées. le 14 novembre. Oui, Non, exactement. Essayer Pas de le faire forcément ça. régulièrement. Et puis aussi, moi, on a grandi avec les slogans qui disaient « il vaut mieux prévenir que guérir ». Oui. Donc malheureusement, dans tout ça, dans le diabète, dans les cancers, dans l'hypertension, les problèmes cardiovasculaires, c'est beaucoup plus un problème de prévention. Mais on a l'impression, hein, et j'assume, hein, donc je suis une association de consommateurs, qu'au niveau du ministère de la Santé, des pouvoirs publics, il y a toute une grande direction de prévention. Mais réellement, quand on voit les résultats, je parle des résultats que je connais moi. C'est ce que disait justement docteur tout à l'heure quand il disait qu'il faut qu'il y ait une démarche globale. Une démarche globale. Absolument. Il faut qu'elle soit initiée quand même par les autorités, hein, si j'ai bien compris. Oui, ça. j'allais passer du ministère donc, de la Santé qui travaille sur ça, donc à leur échelle, depuis de ce que je sais moi déjà depuis 2014, parce qu'on fait partie du plan national de lutte contre les maladies non transmissibles. Mais que fait aussi le qui département... en théorie est une priorité. Hein. Oui. Mais le département de l'éducation nationale, le département des sports et de la jeunesse, et tous les autres ministères de l'Intérieur, parce que nous, on a interpellé tout le monde. Donc tout le monde est impliqué. La réalisation des terrains de sport et des parcours de sport, c'est le ministère de l'Intérieur pour les communes. Et aussi la jeunesse et les sports. Et l'éducation nationale, c'est justement pour renforcer cette activité physique, parce que c'est aussi à quoi sert d'éduquer et d'enseigner à des sujets pour qu'à 35 ans, à 40 ans, ils soient inactifs. Parce que la grande majorité qui va venir, c'est obèse. On est à 30%. Donc, en 10 ans, on sera à 50%. Oui, même les jeunes, hein, en train de voir des enfants. Les enfants, nous, peut-être, on a grandi avec une alimentation meilleure. Je dirais même, pas peut-être, mais sûr. Oui. Mais il y a un autre problème aussi, puisque vous parlez de l'alimentation hein, dans le temps ou l'alimentation d'aujourd'hui. Il y a un autre problème aussi, peut-être, qui fait partie de vos missions pour sensibiliser aujourd'hui. On le disait avant l'enregistrement de cette émission, justement, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte cher aussi de manger sain, n'est-ce pas ?
Oui, ça coûte cher, mais je pense que c'est un investissement qu'il faudrait faire. Maintenant, c'est ça, on appelle les consciences dans les familles, les parents surtout. Moi, je parle des parents parce que c'est eux qui dirigent. La maman, en général, c'est elle qui dirige la cuisine. Voilà. Le papa, c'est lui qui dirige le couffin. Donc, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on cuisine? Il faudrait qu'on soit quand même assez conscient. C'est pour ça que, on est en train de mener notre enquête. J'en parle, c'est l'enquête pour évaluer le système alimentaire des Algériens. Pourquoi on est si malade que ça? On n'aboutit pas parce que ça demande beaucoup de moyens. Mais l'Algérien maintenant doit réellement se retourner vers sa santé. La santé, elle est primordiale. La santé, c'est bien manger, donc choisir quoi manger, avoir un équilibre alimentaire. Vous savez que parfois dans certaines familles, on dépense beaucoup dans les viandes, dans les sucreries. Ça coûte plus cher que de les dépenser dans les légumes et dans les fruits. Vous savez, il y a des gens, on leur dit pourquoi vous prenez des boissons, et ils vous disent parce qu'il y a des calories, il y a du sucre, on a besoin de renforcer. Ça, c'est l'ignorance, ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, justement. Alors que 1 kilogramme de fruits de saison, dans la même saison, coûterait moins cher. Les gens pensent que boire du jus est meilleur que de manger un fruit. Donc, c'est vrai que il y a de l'enseignement à faire, il y a de la formation, il y a de la sensibilisation. Et là, c'est ce qu'on fait maintenant, non? Oui, bien sûr, absolument. Moi, je pense qu'il faut sensibiliser dans les écoles aussi. Oui. On le fait, il faut bien aller sûr, en parler. Évidemment. Alors, on va poser juste... Oui, allez-y. Le diabète, comme vous l'avez dit... Il ne faut pas qu'on se disperse, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Le diabète est une maladie, est un problème de santé publique dans le monde. Et pour revenir au prédiabète, il y a quelque chose qui a été fait il y a quelques années aux pays du Nord. Alors, pays du Nord, donc la Finlande, la Suède, et d'être en Suède exactement, ils ont instauré ce qu'ils appellent, en Finlande en particulier, ils l'ont appelé le Find Risk. Le Find Risk, c'est quoi? C'est un questionnaire qu'on va le faire à tous les citoyens pour évaluer le risque de développer un diabète et à quel âge. Pour voir vous êtes à combien d'un diabète. Vous êtes à 5 ans de diabète, vous êtes à 10 ans de diabète, si vous continuez comme ça. Donc on va prendre le poids, la taille, la famille, l'activité physique, la manière de... Tout. Tous vos défauts quelque part et vos qualités. Donc, et là, on va corriger. On va vous donner un schéma pour corriger ce processus. Et on va vous revoir dans 2 ans et on va refaire le find risk. Et généralement, on peut s'éloigner de ces risques-là qui étaient déclarés au départ. C'est ça la prévention. Et c'est pour ça que les chiffres, la prévalence dans les pays du Nord, c'est la plus faible dans le monde. Donc, en matière où le sport est devenu pratiquement une pratique quotidienne et tout le monde, pratiquement tout le monde. Donc, celui qui n'est pas en forme, celui qui ne fait pas de sport, il est vu d'une façon un petit peu mal vu dans la société. Et là, on aboutit à votre objectif. Une question médicale, brièvement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais vous savez qu'en Algérie, on encourage la consommation du sucre. Vous savez que le sucre, il est pratiquement subventionné. Et maintenant, on le met partout. Même le café qu'on boit, on autorise de mettre au moins 3%, mais en général, on met plus. Donc là aussi, c'est une grande problématique pour laquelle on est en train de militer. Il faudrait peut-être, oui, absolument, il faudrait parler aussi des sucres cachés dans les conserves, par exemple. Beaucoup de gens l'ignorent. Mais vous savez qu'on a un décret qui permet aux torréficateurs de rajouter 3% de sucre. On n'a pas compris pourquoi. Le problème, le sucre qui est à 85-90 dinars le kilo. Même les boulangers maintenant le mettent sur le pain pour donner l'effet croustillant. On met le sucre partout pour corriger les goûts. Et ça, c'est très grave. Donc, pour nous, en tant qu'association, et je le déclare encore, on demande la révision de ce prix du sucre. Il faudrait qu'il revienne à son juste prix et mettre la subvention ailleurs dans les produits qui sont sains et les produits qui sont... Absolument. Alors, les symptômes. Est-ce qu'il y a des symptômes, quand on parlait tout à l'heure du diabète de type 2 comme une maladie insidieuse, une fois qu'on a les symptômes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est trop tard? Ça veut dire qu'on a déjà des complications? Trop tard, non, mais c'est un processus qui est là et qui a modifié un petit peu, parce que l'organisme en général, il fait sa compensation sans nous demander. Quand les cellules bêta vont sécréter plus d'insuline, quand elles sont sollicitées par la demande de sucre, et on ne vous demande pas, et la glycémie, quand elle monte, elle revient tout de suite. Maintenant, les symptômes pour qu'il y ait une glycémie en permanence élevée, on a justement cette polyurie polydipsis, on boit beaucoup, mais elle n'est pas, dans le diabète type 2, elle n'est pas fixe, généralement, mais dans le diabète type 1, oui, ça fait partie du syndrome cardinal et qui sont généralement annonciateurs. Et là, je reviens sur le diabète type 1, vous avez dit tout à l'heure que le diabète type 1,
Le patient n'est pas responsable de sa maladie. C'est quelque chose qui tombe du ciel. Oui, oui. Non, mais Donc, on parle du diabète de type 2. Quand on parle déjà de prévention, alors, clairement, quand on parle pour- de prévention, déjà, c'est Oui, le diabète de pour type le- 2. Voilà. Donc, pour le diabète type 1, donc généralement, la question qui revient, et le grand public la demande, quel est le régime pour un diabète. Quand on fait un régime, ça veut dire qu'on a commis des fautes et qu'on doit corriger. Le diabète type 1, il n'a pas commis de fautes. Donc, il faut avoir une hygiène de vie correcte avec des C'est quoi apports une bonne corrects. hygiène de vie, docteur Alors, Taifa? c'est qu'il faut manger, il faut qu'il y ait un équilibre entre les apports de carbohydrates et de sucre par rapport à l'insuline qu'il utilise. Oui. Est-ce Donc, qu'on pour peut avoir expliquer une- ça simplement pour les gens qui Simplement, l'ont- c'est-à-dire, si vous mangez, ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'insulinothérapie fonctionnelle. On le Oui. fait. C'est quoi l'insulinothérapie fonctionnelle? C'est qu'il faut mesurer les apports caloriques quotidiens et envoyer la bonne dose d'insuline qui ne fait pas augmenter la glycémie. Si vous arriverez à faire ça tout le temps pendant les 3-4 repas, c'est terminé. On ne va pas vous juger sur ce que vous consommez. Quand on apprend l'insulinothérapie fonctionnelle au diabète type 1, le diabète type 1 peut manger n'importe quoi. C'est-à-dire dans le sens où il va comptabiliser les calories qu'il va les consommer et savoir comment les traduire le besoin en insuline. Absolument. Ceci n'est pas facile, parce qu'en réalité, ça nécessite l'hospitalisation, parce qu'il faut connaître... Ça s'apprend avec le temps. Et ça s'apprend. L'index glycémique de chaque aliment. L'index, bah, C'est parce ça, que voilà. quand on Ça, prend c'est la même- important de Quand- connaître l'index Glycémique. glycémique C'est pas toujours des facile, hein. aliments, voilà, Ouais. justement. Pour le diabète de type 2, Oui. c'est quoi une bonne assiette, on va dire, une assiette équilibrée? Une assiette équilibrée. On ne va pas parler de régime. Une assiette équilibrée, c'est une assiette où il y a comment dire, où il y a des fruits, des légumes d'abord, bien sûr, des légumes, un peu de protéines, d'accord, et puis bien sûr des fruits après. Oui. Parce que même chez le diabétique de type 2, on dit, bon, c'est vrai qu'il y a Pas tous les fruits. non, parce qu'il y a des fruits hyper sucrés, bien sûr. D'accord. Mais on peut les autoriser à manger un peu, une poignée par exemple. Il ne faut pas qu'ils mangent par exemple de grandes grappes de raisin, parce que le raisin est très sucré. La banane aussi est extrêmement sucrée. Donc Les la dattes banane, les dattes aussi, on peut autoriser la moitié par exemple, ou un quart de banane, quelques dattes. Mais équilibré en lipides, en protéines, d'accord, et un peu de glucides, bien sûr, de fructose, par exemple, de fruits, éventuellement. Peut-être que Voilà. ce qui est important aussi, c'est de rappeler que ce n'est pas complètement interdit de consommer du sucre, parce que quand même, on a envie de temps en temps d'un dessert. Déjà, ce mot est interdit. Oui. D'interdire. Donc, il faut D'accord. limiter. Et il faut, le traitement, il faut qu'il soit large. Plutôt le mode de vie. On ne va pas demander à un diabétique de manger sur une feuille de... Et là, il y a des bases. La base du traitement non médicamenteux, il y a 3 ou 4 piliers. Premièrement, c'est une alimentation saine et équilibrée. Donc, il y a un peu de tout. Donc, il y a des limitations. Deuxièmement, une activité physique régulière. Pas seulement... C'est-à-dire régulière. Pas intense. Pas Non, mais je veux intense. dire, pas tous Du les jours. quotidien. Du quotidien et D'accord. pluriquotidien. Mais on parle d'activité, on ne parle pas seulement de sport. Donc tout ce qui fait bouger, c'est comptabilisé. Donc il faut travailler, même y compris pendant les heures pendant l'activité, pendant le ménage, l'activité professionnelle, D'accord. etc. Troisièmement, le troisième pilier, c'est avoir une qualité de sommeil convenable. Et quatrièmement, gérer le stress et les Ça, c'est situations anxiogènes. Donc si on arrive à gérer ces 4 piliers, C'est compliqué de gérer son stress quand même. Ben, C'est pas toujours évident d'avoir du discernement. Alors on va peut-être terminer, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, terminer sur les traitements Nouveau. voilà, pharmacologiques nouveaux. C'est le mot que je cherchais justement, ou innovants. Aujourd'hui, on parle justement de GLP-1 qui sont là, qui sont en Algérie, mais malheureusement, ils ne sont pas remboursés. C'est quoi la différence avec les traitements anciens? C'est leur site d'action. Les analogues GLP-1, les inhibiteurs DPP4, les SGLT2 qui sont à la mode maintenant, qui sont réellement efficaces, sont des médicaments qui ont démontré leur efficacité dans la protection. Donc en général, rénale, cardiaque, vasculaire. Parce que c'est très simple. Quand on a une glycémie, quand on a un diabète, une glycémie qui est tout le temps normale, qui est tout le temps correcte, on vit qu'on n'est pas diabétique. Comme il l'a dit bien, le diabétique, on peut vivre avec un diabète bien équilibré. L'espérance de vie dans la littérature chez le diabétique, elle est inférieure de 8 ans par rapport aux non-diabétiques.
Mais ce n'est pas beaucoup. Si autant qu'on améliore ces glycémies en permanence, on va s'approcher d'une espérance de vie correcte. Et par rapport aux médicaments, nous, ce qu'on demande, on fait un appel toujours, beaucoup de médicaments qui sont efficaces, ils ne sont pas encore remboursés maintenant. Malheureusement, ce sont des médicaments, si on va passer, on a des promesses. Hein. Oui, on a des promesses. Chaque fois, on a des promesses. J'espère que ça ne va pas durer encore. Peut-être terminer en disant justement que ce n'est pas une dépense, hein, mais au contraire, c'est une économie de santé. Hein. Parfait. Absolument. Quand on fait la bonne lecture, c'est vrai. Parce qu'on va avoir moins de complications à venir. Ce sont les complications qui coûtent cher. Moins de pieds diabétiques, moins de... Problème cardiovasculaire, problème rénal, la dialyse. Combien coûte une séance de dialyse pendant toute la vie? Vous voyez? Donc, si en évitant, il y a beaucoup de médicaments qui ont prouvé leur efficacité un peu partout dans le monde. C'est bien, ces médicaments existent en Algérie. C'est déjà pas mal. Hein. Ils sont là, ces médicaments. Mais malheureusement... C'est-à-dire, même si on doit s'endetter, il faudra les avoir parce que c'est très important. On les a, mais ils ne sont pas remboursés. Absolument, oui. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Malheureusement, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission qui est à présent terminée. Le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère que les conseils de mes convives vous ont pu répondre, hein, ne serait-ce qu'à une partie infime des questions que vous vous posez. On aura le grand plaisir de se retrouver samedi prochain. D'ici là, faites attention à votre santé. Au revoir. Merci.